Dans cet exercice, on va étudier une fonction, donc la fonction définie par f de x égale x moins 2 sur x plus 1. Donc pour la première question, il faut étudier les variations et tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonormal. Puis montrer que sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, la fonction f admet une fonction inverse qu'on appelle g, tracer sa courbe représentative. Et puis trouver l'équation de la tangente AC au point d'abscisse moins 2, c'est étant la courbe représentative de la fonction inverse de f sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc pour commencer, on va commencer par la première question. Donc faire une étude de variation. Donc j'ai que f de x c'est égal x moins 2 sur x plus 1. Donc la première chose, c'est de constater que le domaine de définition, c'est R privé du point moins 1. La fonction f est toujours définie sauf pour x égale moins 1, donc le domaine c'est tout sauf ce moins 1 là. Calculons la dérivée f' de x. Donc f' de x est donné par 1, la dérivée de x c'est 1, moins 2 fois la dérivée de 1 sur x plus 1, qui est en fait moins 1 sur x plus 1 au carré. Donc c'est égal à 1 plus 2 divisé par x plus 1 carré. Clairement, la dérivée est toujours positive. Et donc si je prends un intervalle sur lequel f est défini, f doit être forcément croissante parce qu'elle est positive. Attention, globalement, elle n'est pas croissante. Parce qu'en fait, elle n'est pas définie sur un intervalle. Mon théorème dit que si j'ai une fonction définie sur un intervalle dérivable, dérivée positive, donc elle est forcément croissante sur cet intervalle. Les asymptotes de f. Voyons, est-ce qu'elle a des asymptotes? Oui, bien sûr, elle a des asymptotes. Parce que déjà, elle n'est pas définie au point moins 1. La limite, lorsque x tend vers moins 1, est infinie. Donc la droite x égale moins 1 est une asymptote verticale. Maintenant, y a-t-il d'autres asymptotes? Bon, je constate que, je regarde l'expression de f. Lorsque x tend vers plus l'infini, ou vers moins l'infini, le terme 2 sur x plus 1 tend vers 0, et donc, f de x sera très proche de x. Et donc, je peux dire, la droite d'équation y égale x est une asymptote à la courbe représentative de f, en plus l'infini ou en moins l'infini. Donc je l'ai vu parce que j'ai vu que le terme 2 sur x plus 1 tend vers 0. Et donc j'aurai que f de x moins x tend vers 0. La différence entre, si vous voulez, l'équation de la droite qui est x et l'équation de la courbe tend vers 0. Ça veut dire que la droite s'approche infiniment de la courbe. On aurait pu le voir ici, bon, si c'était pas donné sous cette forme-là, on n'a pas remarqué cette chose-là. J'aurais pu calculer l'asymptote avec les formules que j'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Je peux en rappeler ici. Donc, si l'asymptote est donné par y égale ax plus b, le a sera donné par la limite de f de x sur x. Et si le a existe, il est fini, bien sûr. Vous pouvez calculer le b. Donc, le b sera limite, lorsque x tend vers l'infini, de f de x moins ax, le a que vous venez de calculer. Donc ici, dans ce cas, si je calcule le a, f de x sur x, je divise f de x par x, je fais tendre x vers l'infini, la limite c'est 1. Et donc je peux calculer le b, j'aurai que b égale à 0. Bon, j'aurais pu le faire comme ça en fait. Donc je peux tracer mon tableau de variation. Donc x égale 1 ou moins 1, c'est un point à exclure du domaine de définition. Sinon, le x peut varier entre moins l'infini et plus l'infini. Le f' de x est toujours positif. Et donc f est croissant sur le premier intervalle, moins l'infini, moins 1, et croissant sur le second intervalle, moins 1 plus l'infini. La limite de f en plus ou moins l'infini, c'est infini, en fait, parce que y égale x, c'est une asymptote, donc ça se comporte comme la première bissectrice au voisinage de plus l'infini ou de moins l'infini. Donc ici, je peux mettre en plus l'infini et moins l'infini en moins l'infini. Je calcule la limite tout simplement. Et au point moins 1, je sais que j'ai un 0 au dénominateur, donc j'ai ma fonction f qui va vers l'infini. En moins 1 en moins, ça doit être un plus l'infini.
Et en moins 1 plus, ça doit être moins l'infini. Vu la croissance de f, ça doit être ça. Donc en moins 1 moins, la fonction croît vers l'infini, donc ça doit être plus l'infini, ça ne peut pas être moins l'infini. Et maintenant, on peut tracer le graphe. Donc voici les axes. Gx égale moins 1, c'est une asymptote verticale, donc je la trace. Donc ça, c'est la droite d'équation x égale moins 1. Et puis Gy égale x, c'est une asymptote oblique. Maintenant, pour tracer ma courbe, alors je dis la limite en moins 1, moins, donc quand je suis proche de moins 1, x est très proche de moins 1, mais plus petit que moins 1, la limite devient plus l'infini, donc la courbe doit arriver ici. La limite en moins 1 plus, c'est moins l'infini, donc quand x est très proche de moins 1 mais plus grand, on est à droite de l'équation x égale moins 1, et ça doit tendre vers moins l'infini, donc ça doit faire ça. Lorsque x tend vers moins l'infini, ou x tend vers plus l'infini, donc on est très proche de la première bisectrice qui est une asymptote. Donc en moins l'infini, disons, ma fonction doit être donc soit s'approcher comme ça, soit s'approcher comme ça. Donc je sais pas en fait si c'est au-dessus ou au-dessous de la première bisectrice. Je peux le deviner, mais je peux aussi en fait voir l'expression de ma fonction. Voyons. Lorsque x tend vers moins l'infini, regardons ce terme-là. C'est x moins ce nombre-là, 2 sur x plus 1, et 2 sur x plus 1 tend vers 0. Parce que x tend vers moins l'infini. Mais 2 sur x plus 1 est un nombre négatif, parce que le x c'est moins l'infini. Donc 2 sur x plus 1, c'est négatif et très proche de 0. Et ça fait que moins 2 sur x plus 1, c'est un nombre positif. Donc au voisinage de moins l'infini, f de x sera égal à x plus un nombre positif, plus un 0 plus, si vous voulez. Et donc ça montre que la courbe est au-dessus de l'asymptote. Parce qu'il faut ajouter à l'asymptote un nombre positif pour avoir l'expression de la courbe. Et donc je dis que, en moins l'infini, ma fonction est là, elle est au-dessus de l'asymptote, et en plus l'infini, elle est au-dessous, pour la même raison, parce qu'en plus l'infini, 2 sur x plus 1 est positif, donc si je pars de l'asymptote, x, je dois enlever quelque chose pour arriver à la courbe. Je dois enlever quelque chose de positif pour arriver à la courbe, donc en plus l'infini, la courbe est au-dessous de l'asymptote. Donc elle doit arriver là. Et maintenant on peut tracer, bon. Bien sûr, maintenant je peux voir où est-ce qu'elle coupe les axes, etc. On peut faire ça, mais on peut presque être sûr maintenant que notre fonction, comme elle est croissante, elle a ses asymptotes, elle doit faire quelque chose comme ça. Bon, voici mon graphe en vert. C'est pas excellent, mais bon, ça donne une idée comment ma fonction se comporte. Et remarquez que globalement, comme je l'ai dit, elle n'est pas croissante, parce que si je prends par exemple ce point-là, disons après moins 2, c'est plus petit que le point 0, alors que son image est positive, alors que f de 0 est négative. Attention, la dérivée est positive, mais la fonction n'est pas croissante, justement parce que elle n'est pas définie sur un intervalle, elle est définie sur une réunion de deux intervalles. Mais sur chacun de ces intervalles, que ce soit sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, donc ça c'est moins 1, ou sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, la fonction est croissante. Ok. Bon, si j'utilise un logiciel pour tracer ma courbe, alors là voilà, c'est beaucoup plus clair. Et comme vous voyez, donc j'ai deux asymptotes, x égale 1, y égale x sont des asymptotes. La fonction s'approche infiniment des asymptotes quand on s'éloigne. Vous voyez, elle s'approche de la première bisectrice. Ça s'approche de x égale 1 quand on s'éloigne. Ainsi de suite. Si je vais des autres côtés, c'est pareil. Et vous voyez, en plus l'infini, la courbe est au-dessous de l'asymptote. Alors qu'en moins l'infini, la courbe est au-dessus de l'asymptote. Et c'est un peu ce qu'on a constaté déjà dans notre graphe. On peut passer maintenant à la question suivante. Donc, montrer que f admet sur l'intervalle moins 1 plus l'infini une fonction inverse g, indiquer le domaine de g et tracer sa courbe représentative c. Sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, pour qu'une fonction admette une fonction inverse, il faut qu'elle soit bijective. Ça veut dire injective et surjective. La surjectivité, typiquement, ce n'est pas problématique dans ce type de question parce qu'on restreint, on choisit le domaine de g-1, donc on restreint l'ensemble d'arrivées de f à son image.
Et donc la fonction sera surjective. L'injectivité, ça veut dire quoi l'injectivité? Ça veut dire que si x différent de x', est-ce que f de x est différent de f de x'? Si oui, je peux dire que la fonction est injective. Et j'aurai que x sera entièrement déterminé par son image. Je ne peux pas avoir, pour une image donnée, deux antécédents qui donnent cette même image. Donc si je connais l'image, je connais l'antécédent. Et la fonction inverse, c'est justement l'application qui prend l'image et me donne l'antécédent en fonction de l'image. Donc me donne x en fonction de y. Alors que dans la fonction que j'ai déjà, ça me donne y en fonction de x. Donc comment je peux montrer l'injectivité? La dérivée est strictement positive sur l'intervalle. Donc la fonction est strictement croissante. Et donc elle est injective. Une fonction strictement monotone est injective. Donc je dis ça. Sur l'intervalle -1 plus l'infini, f est strictement monotone. Donc injective. Et admet alors une fonction réciproque. Et admet alors une fonction inverse. Pourquoi? On va le voir tout de suite. Donc on va calculer la fonction inverse. Une fonction inverse ou une fonction réciproque, c'est la même chose. Donc je dis que f va de -1 plus l'infini à valeur dans quoi? À valeur dans R, tout entier. Je vois graphiquement que tout élément de R que je prends, pour tout y de R, j'ai un certain x plus grand que -1, tel que f de x égale y. Donc je peux avoir ce y là, je peux toujours trouver ce x là, tel que f de x égale y. Donc ça veut dire que l'image de l'intervalle -1 plus l'infini est R tout entier. La fonction inverse g, elle part de R et elle arrive dans -1 plus l'infini. Et on a f de x égale y, si et seulement si g de y égale x. On me dit c'est quoi le domaine de g? Donc le domaine de g c'est R tout entier. Et tracer sa courbe représentative, donc je sais que une fonction, et ça c'est son inverse, sont symétriques par rapport à la première bissectrice. Donc, pour la courbe de G, le symétrique de l'asymptote x égale -1 par rapport à la première bissectrice, c'est y égale -1. Donc ils doivent se couper tous les trois ici en même point. Et le symétrique de cette branche-là de ma courbe par rapport à la première bissectrice. J'oublie complètement la deuxième branche de ma courbe. Je me concentre sur la première branche, celle à droite de l'asymptote verticale, et je symétrise par rapport à la première bissectrice. Donc, comme si la première bissectrice est un miroir maintenant, et je prends le symétrique de chaque point. C'est comme ça que ça marche avec les fonctions réciproques. Donc si deux fonctions sont inverses l'une de l'autre, elles sont symétriques par rapport à la première bissectrice. Voici un exemple typique. Ici, en rouge, j'ai la fonction y égale x2. Cette fonction n'est pas bijective, parce que voilà, donc c'est pour la valeur 2 de y, j'ai deux valeurs possibles de x, en plus racine de 2 et moins racine de 2. Donc, elle n'est pas injective. Mais si j'oublie toute cette partie du graphe, donc les x négatifs, et je restreins ma fonction au positif seulement, je tombe sur une fonction définie sur R+, qui est strictement croissante, et qui est injective. Et si je la vois de R+ en R+, elle est injective et surjective. Donc x est entièrement et uniquement déterminé par une valeur donnée de y. Donc la fonction réciproque, comment on la calcule? Si y égale x2 et je sais que x est positive, ça veut dire que x égale racine carrée de y. Donc cette fonction racine carrée, si je change le nom des variables, donc ma variable, je veux toujours l'appeler x et son image y. Donc ma fonction racine carrée est la fonction inverse de la fonction qui élève au carré. Le nom des variables, j'aime toujours l'appeler x, donc je l'appelle x de deux côtés. Donc f de x égale x2 et g de x égale racine de x sont deux fonctions inverses l'une de l'autre sur R+. Et quand je trace la fonction racine carrée, je l'ai tracée ici en fait, c'est cette fonction-là, en bleu. Et en vert, c'est la première bissectrice. Et vous voyez, les deux graphes en rouge et en bleu sont symétriques. Je prends un point A, B de la première. À ce point correspond le point B, A de la deuxième courbe. Le milieu des deux points appartient toujours à la première bissectrice. Et cet angle est 90 degrés. Donc c'est vraiment une symétrie. En particulier, si l'une des courbes coupe la première bissectrice, alors l'autre coupe aussi la première bissectrice au même point.
comme ça se passe ici et ici. Pareil ici pour la fonction f de x égale x3. Donc la courbe en bleu, ici c'est y égale x3, x au cube. Donc c'est cette courbe-là, voilà, elle descend. Elle est croissante strictement sur R. Elle admet une fonction réciproque qui est, comment on la calcule? Donc si y égale x3, ça veut dire que x est égal à la racine cubique de y. Donc la fonction qui élève au cube et la fonction qui prend la racine cubique sont inverses l'une de l'autre. Et moi, j'aime appeler les variables x, donc la fonction qui a x donne x3, je peux l'écrire, la fonction qui a x donne x3, et la fonction qui a x donne racine cubique de x, sont inverses l'une de l'autre. Et là, j'ai tracé aussi la fonction qui a x donne racine de x, racine cubique de x, c'est la fonction en vert, racine cubique de x. Et voilà, en rouge, c'est la première bisectrice, elles sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Donc comme si la première bisectrice était un miroir et l'une était l'image de l'autre par ce miroir. Voici un troisième exemple avec les fonctions inverses. Donc en bleu, j'ai tracé la fonction y égale log népérien de x. C'est défini seulement sur R+, donc en bleu, le graphe en bleu, c'est seulement défini sur R+, étoile. Donc la fonction inverse, c'est quoi? De log népérien, déjà log népérien admet un inverse sur R+, parce que sur R+, c'est une fonction strictement croissante, donc injective, elle va de R+, étoile, elle est à valeur dans R. La fonction inverse doit être quelque chose qui va de R à valeur dans R+, étoile. Et comment on la calcule? Lorsque y c'est égal à ln de x, ça veut dire que exponentielle y c'est égal à exponentielle ln de x, c'est-à-dire x. C'est-à-dire x égale exponentielle y. Donc la fonction log et la fonction exponentielle sont inverses l'une de l'autre. Ma variable, j'aime toujours l'appeler x, donc x qui donne ln de x et x qui donne exponentielle x sont deux fonctions inverses l'une de l'autre. Et clairement, en fait, l'exponentielle x, comme on l'a dit ici, comme on l'a prévu, c'est de r à valeur dans r plus étoile. En rouge, c'est la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle x. La variable, je l'appelle toujours x parce que je veux tracer les deux courbes, en fait, la fonction et la fonction inverse sur le même graphe, avec les mêmes axes. Donc, ces deux fonctions sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Si je trace la première bisectrice, ça va faire quelque chose comme ça ici. Si j'ai un point AB sur l'une des courbes, le point BA est sur l'autre courbe. Et BA est le symétrique de AB par rapport à la première bisectrice, le symétrique orthogonal. Par exemple, le point 1, 0 est sur la première courbe, ce point-là, donc 1, 0, parce que log de 1 égale 0. Et le point correspondant symétrique sur la seconde courbe, c'est le point 0, 1. Et il est sur la deuxième courbe parce que exponentielle 0 égale 1. Si je prends par exemple le point E1, il est sur la première courbe parce que log de E égale 1. E1. Donc E c'est 2,7 quelque chose, bon, je sais pas bien tracé ici. Le symétrique de ça, c'est le point 1E, donc qui sort de mon graphe, ça va faire quelque part ici. Et j'ai plusieurs propriétés utiles. L'une, on va l'utiliser dans cet exercice. Comment je calcule la pente de la tangente? Donc si je prends un point et un point qui lui est symétrique, donc je prends la tangente au premier point, au point AB, et puis le point BA est sur l'autre courbe, donc je prends la tangente à la seconde courbe au point BA. Donc ça c'est le point BA. Ils doivent se rencontrer sur la première bisectrice parce que j'ai une symétrie, voilà. Mais c'est quoi la relation entre les pentes de ces deux tangentes? Donc la relation, c'est que le produit des pentes est égal à 1. On peut le démontrer. Donc si la première courbe, je l'appelle F, et la deuxième courbe, je l'appelle G, et si j'ai que F de A égale B, alors le produit des deux pentes, c'est égal à 1. Quelles deux pentes? La première pente, la pente de la première droite, c'est F' de A. Parce que, voilà, la première droite est la tangente au point d'abscisse A à la courbe de F. La deuxième pente, c'est la pente de la tangente à la courbe de G au point B. Donc c'est égal à G' de B. Donc ce produit-là, c'est égal à 1. Maintenant, troisième question. Trouvez l'équation de la tangente à C. Donc C, c'est la courbe de G.
Donc, trouver l'équation de la tangente AC au point d'abscisse moins 2. Donc, c'est la courbe en bleu, clair. Au point d'abscisse moins 2, il faut voir si x égale moins 2. Donc, c'est après ce point-là. Donc, mon graphe, maintenant, il est lisible. Il faut trouver l'équation de cette tangente-là. C'est pas grave, je vais pas regarder le graphe, en fait, pour faire tout ça. Donc, une méthode qu'il faut apprendre. Mais encore, c'est la première fois que vous voyez cette chose-là, donc ça peut sembler compliqué. Mais c'est bien de voir ça pour une première fois, du moins. Donc, je dis, g de moins 2, c'est égal à quoi? G, c'est la fonction inverse de f. Donc, quand je me pose la question g de moins 2, c'est égal à quoi? Ça revient à dire f de quoi égale moins 2. Donc, je dis g de moins 2 égale à x, si et seulement si f de x égale moins 2. Donc ça revient à dire que x moins 2 sur x plus 1, c'est égal à moins 2. Ça, c'est vrai si et seulement si. Quand je multiplie par x plus 1 de deux côtés, 2x, x2 plus x moins 2 égale moins 2. Et ça revient à dire que x facteur x plus 1 égale 0. Donc, j'ai deux solutions ici. X égale 0 ou x égale moins 1, mais x égale moins 1 est à exclure parce que, voilà, x n'a pas le droit d'être égal à moins 1. Donc, la solution, c'est x égale 0. Donc, je dis x égale 0. Et donc, conclusion, g de moins 2 est égal à 0. Car, justement, f de 0 égale moins 2. Et maintenant, comment je peux trouver l'équation de la tangente? J'ai g de moins 2. Je veux maintenant g' de moins 2. Ce que je vais faire, c'est dire g' de moins 2, c'est égal 1 sur f' de 0. Pourquoi je pourrais faire ça? Parce que déjà, je suis pas supposé connaître l'expression de g, ça peut être compliqué. Et deux, parce que manipuler f, c'est beaucoup plus simple que manipuler g. Donc f' de 0, c'est égal à quoi? F', c'est ce terme-là. F' de 0, c'est... Voilà, je remplace x par 0, j'obtiens 3, tout simplement. F' de 0 est égal à 3. Donc ça, c'est égal à 1 sur 3. Donc j'ai g de moins 2 qui est 0. J'ai g' de moins 2 qui est 1 tiers. Et donc je peux trouver l'expression de la tangente, l'équation de la tangente, à g, au graphe de g, au point moins 2. Donc je dis équation de la tangente, c'est y égale g de moins 2 plus x moins 2 fois g' de moins 2. Donc y égale g de moins 2, c'est égal à 0, plus x moins 2, ça fait x plus 2, et g' de moins 2, c'est 1 tiers. Et donc l'expression de la tangente, l'équation de la tangente, c'est x sur 3, y égale x sur 3 plus 2 tiers.